Après cette ouverture, on va rentrer dans le cœur de notre sujet de la journée, de la thématique du jour, qui est celui du changement de regard sur l'âge, sur le vieillissement, un changement de regard indispensable pour ne pas laisser nos aînés et nous, demain, aux marges de notre vivre ensemble. Mais un changement de regard qui suppose d'aller au-devant de nouveaux enjeux. Je le disais tout à l'heure, ces enjeux, ce sont ceux du bien vieillir. On va les décliner tout au long de la journée et en commençant dans un premier temps par aller à la rencontre de ce vieillissement tel qu'il est vécu dans notre société et tel qu'il est vécu de manière plus particulière par les personnes en situation de handicap et leurs proches. À quoi ressemble cette vie, souvent invisibilisée, et comment en faire un bel âge? Comme c'est dit dans le titre, on va regarder la manière dont on vieillit aujourd'hui et on va essayer de voir comment on peut changer ce regard pour en faire le regard sur un bel âge, pour le faire avec et pour nos aînés. Mais avant cela, et pendant que les invités de ce premier débat vont nous rejoindre, on va faire un détour du côté de toujours cette belle région Normandie et du côté des côtes de la mer vers Avranches. On va aller à l'unité des collines de la résidence du Tertre, ouais, qui accueille une douzaine de personnes en situation de handicap vieillissante. Et tout au long de la journée, on va aller rencontrer certains de ces résidents et de ces résidentes pour prendre leurs témoignages et entendre et regarder la manière dont ils vivent ce bel âge, ce grand âge. On va commencer tout de suite avec Nathalie et on va suivre Nathalie. Bienvenue chez elle, bienvenue à la résidence Le Tertre. Et nos invités de la première table ronde peuvent me rejoindre sur scène pendant ce temps-là. Bonjour Marion. Est-ce que ça vous dit qu'on papote un peu dans votre chambre? Oui. Venez, on y va. Vous montrez? Nathalie Desfeux, j'ai 53 ans. C'est vous qui avez décidé de venir ici? Oui, parce que ça me plaît pas, la maison de retraite. C'est les gens et l'ambiance que je connais pas. Je voudrais bien cuisiner, faire des repas, parce que là on a un cuisinier. Hier on est allé au McDo. Entre amis on fait des jeux. Moi je suis plus souvent dans ma chambre, parce que c'est plus calme. Où je regarde la tablette et la télé, parce que ça m'occupe. La vieillesse, c'est parce qu'on a du mal à se déplacer. J'ai du mal à me mettre sur le lit. C'est là, la retraite. On est bien là. Alors on va aller tout au long. On peut applaudir Nathalie. Hein. Et si on applaudit fort, elle est à Avranches, elle nous entendra. Et il y a Nathalie et puis vous verrez, il y a d'autres résidents qui sont dans ce lieu donc pour personnes handicapées vieillissantes et on va partager des instants de leur vie, on va partager leurs témoignages aussi tout au long de cette journée parce que parler du vieillissement, c'est aussi le regarder, s'y intéresser et sortir de cette invisibilisation qui dure beaucoup, trop souvent, dans le champ du handicap, mais dans notre société de manière générale. Et on va en parler avec, ils nous ont rejoints, les invités de cette première table ronde. Je vais vous les présenter rapidement. Avec nous, Muriel Delporte, bonjour. Vous avez débuté votre carrière comme éducatrice spécialisée, donc vous venez du milieu, si je puis dire, avant de prendre le chemin d'études en anthropologie qui vous ont conduit à une thèse sur la sortie un peu des AT et le passage à la retraite d'un certain nombre de travailleurs. On en parlera et vous travaillez au CREAI Île-de-France, vous avez été au CREAI Hauts-de-France avant, vous avez monté notamment une communauté mixte de recherche sur handicap et Alzheimer.
d'Alzheimer et on en dira un mot aussi. Avec nous aussi Mélissa Asli-Petit, bonjour. Vous êtes sociologue, directrice du cabinet Mixing Generation que vous avez créé. Vous accompagnez des collectivités, vous accompagnez des entreprises pour les sensibiliser, pour donner des clés de bien vieillir aussi. Puis vous menez un certain nombre de travaux de sociologie. Un des récents, c'était sur la pratique du football des femmes âgées. Peut-être qu'on aura une petite résonance là-dessus. Sylvie Lachaise, bonjour. Vous êtes vice-présidente. Alors, le Cantal vient toujours en force. Est-ce que le Cantal est là? On n'entend pas du tout le Cantal. Hein. Est-ce que le Cantal est là? Ah voilà, le Cantal est dans la place. Vous êtes vice-président du département du Cantal, vous mobilisez pour un accompagnement de proximité en ruralité, et ce concernant notamment les personnes handicapées vieillissantes, on en dira un mot. Et puis avec nous, Sylvaine Lepoitvin et Bruno Caron, merci d'être avec nous aussi. Alors Bruno, vous venez de l'ESAT d'Elbeuf, où vous travaillez encore aujourd'hui à mi-temps, et puis bientôt la retraite arrive, on va en parler dans quelques mois. Et Sylvaine, vous êtes référente retraite dans cette même structure et on parlera aussi avec vous, bien sûr. Je le disais, pour parler du vieillissement, pour changer de regard, il faut commencer par regarder justement ce qu'est ce temps de cette vie en plus qui est offerte, qui est souvent invisibilisée. Et je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là l'année dernière, mais on avait déjà essayé de poser un regard dessus avec Bertrand Hagenmüller qui était venu, qui nous avait présenté un extrait de son documentaire Les Esprits Libres, qui est sorti d'ailleurs récemment en salle avec un grand succès, et qui avait montré comment on peut faire aussi de ce temps-là un temps partagé, comment on peut faire de ce temps-là un bel âge. Mélissa, c'est aussi votre profession de foi, si je puis dire, de regarder ces générations et de porter un regard sur le bien vieillir, sur le fait d'y voir aussi un bel âge et de casser un peu ces a priori et cette invisibilité. Je voudrais avant de rentrer dans le cœur du débat, qu'on voit justement à travers quelques images, qu'est-ce que ça peut être justement ce bel âge qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas suffisamment autour de nous et qui est muré par tous ces préjugés qui entourent ce temps du vieillissement. On a quelques images, on va les montrer de ce que peut être ce bel âge et je vous laisse nous les commenter. Première image, qui est cette dame ? Cette dame s'appelle Nancy, je n'ai pas son nom de famille, mais elle a 92 ans. Et donc, elle vient de Nouvelle-Zélande et elle s'est mise au surf. Mais il faut aussi savoir qu'il y a un groupe de femmes âgées qui s'appelle les Pingouins Turbulents en France, qui est en Bretagne. Mais on peut aussi penser à tous ces groupes de retraités qui font les longes-côtes, les marches en mer, qui existent aussi en Normandie. Alors, deuxième image, on part en Afrique du Sud. Oui, alors on parlait du football. En effet, je mène encore en ce moment cette étude sur la pratique du football des femmes de plus de 50 ans. Et il y a eu 2 équipes de France qui sont allées à un tournoi en Afrique du Sud. Donc là, ce sont des images qui ont eu lieu pendant le tournoi. Et il faut savoir que ce qui était intéressant, c'était aussi qu'il y avait des femmes qui avaient 75, 80 ans qui étaient présentes. Ça a été un événement qui a été organisé c'était la 2e fois, lancé par une Sud-Africaine qui s'appelle Mama Beka et qui s'est dit « j'ai besoin de me mettre à une activité physique » et puis le football est venu parce qu'ils avaient besoin de fun et donc elles se sont rassemblées dans ce groupe de retraités. Plutôt ce groupe de femmes, les questions de retraite sont différentes en Afrique du Sud, mais et de se dire on y va pour le fun, pour se retrouver. Et c'est exactement ce qu'on peut voir aussi avec énormément de personnes, une joie de vivre qui était présente tout au long de ce tournoi. Les stades sont pleins, on le voit à l'image aussi. Hein. Et plein, pour préciser, d'un public intergénérationnel aussi. Ouais. Troisième exemple, on va en cuisine. Oui, et puis en plus, ça c'est l'exemple d'un restaurant qui a été ouvert à Staten Island, d'abord sur la cuisine italienne, puis ensuite sur la cuisine des grands-mères autour du monde. Ça a été mis en film récemment. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est comment on part, je dirais,
d'une affection, alors là pour la cuisine et des qualités et des compétences de ces femmes, pour aussi transmettre des valeurs culturelles. Et on voit aussi à chaque fois à travers ces exemples la puissance du groupe. On y va aussi pour une santé, alors on le voyait physique, mais pour le sport, mais aussi mentale, et se retrouver, redonner de la confiance en soi, trouver de la joie. C'est vraiment des mots que je retrouve à travers l'ensemble de ces exemples, et se sentir aussi engagé et partie prenante dans la société. C'est à New York, il y a plusieurs mois d'attente sur ce restaurant des Nonas of the World. Et dernière image. Cette image, c'est alors une petite image des années 80. Donc c'est moi avec ma grand-mère, une autre époque. Mais c'est important de parler de ce moment-là, parce que dans notre échange, c'était aussi quelque chose qui ressortait. La question des rôles modèles, en fait, ou de nos modèles. On peut avoir des modèles, comme on le voyait à travers les exemples précédents, un peu plus éloignés, qu'on peut rencontrer. Mais les modèles en proximité, ce sont d'abord nos grands-parents. Ma grand-mère, moi, elle m'a appris non pas à vieillir, mais à vivre. Elle m'a montré, à travers ses failles et ses aspérités, que j'ai aussi appris à découvrir à travers le temps, et notamment après son décès, mais que l'expérience du vieillissement, elle se construisait. Elle m'a montré je dirais aussi une certaine joie de vivre, je reviens malgré ses propres aspérités, et qu'en fait le vieillissement n'est pas lisse, mais qu'il peut être appris, qu'on l'apprend aussi dans cette éducation au vieillir qu'on apprend d'abord en proximité, quand on peut avoir nos grands-parents bien évidemment. Ces images-là, elles dressent le paysage d'un bel âge, d'un âge de la vieillesse où on fait plein de choses, où on invente de nouvelles vies et où on les partage. C'est pas toujours ce qu'on voit autour de nous, c'est pas toujours ce qu'on vit autour de nous, c'est surtout pas ce que vivent les aînés en France la plupart du temps, où l'invisibilité, où les préjugés sont très tenaces. Qu'est-ce qui explique que l'on a dans notre société encore autant peur de ce qu'est cet âge-là, et qu'est-ce qui fait qu'on a encore autant de mal à laisser place à ces populations de plus en plus nombreuses autour de nous? Vous avez utilisé un mot important, le mot « voir ». Ce qu'on ne voit pas, eh bien, d'une certaine manière, nous donne l'impression que ça n'existe pas. Et on le voyait avec les exemples à Caen, par exemple, sur la nécessité aussi d'adapter l'accessibilité, par exemple, de l'espace public pour donner à voir. Là, on voyait l'exemple avec ma grand-mère où, en fait, je voyais une existence du vieillissement. Le sujet, il est aussi problématique à travers est-ce qu'on déprécie ou apprécie la vie, le vieillissement. On est plutôt dans une société qui déprécie le vieillissement avec un mot qu'on peut utiliser qui est l'agisme, qui c'est les représentations sociales négatives sur les âges. Et donc ça part souvent aussi, cette peur de vieillir, elle part de nos représentations, est-ce que dans la culture, je parlais d'éducation au vieillir parce que c'est particulièrement important. Cette éducation au vieillir, elle se crée dès l'enfance, dans la littérature jeunesse par exemple, dans la possibilité de voir des plus âgés dans nos quotidiens, mais aussi elle se construit tout au long de nos vies, à travers les médias, l'absence aussi de plus âgés dans un univers médiatique, voire aussi politique. Et puis c'est important qu'on puisse voir la diversité des vieillesses, parce qu'il n'y a pas qu'une vieillesse, il n'y a pas qu'un type de retraité très uniforme, il y a des retraités, des profils, des âges totalement différents et des problématiques de santé, de milieu de vie. Et c'est important d'avoir cette considération aussi de ne pas segmenter ou de ne pas homogénéiser la population, mais bien de la voir dans ces vieillesses qui me semblent particulièrement importantes. Et ce qui est quand même, et je reviens aussi important, c'est qu'on oublie totalement l'expérience du vieillissement. Il y a une humoriste qui, à un moment donné, disait dans un de ses spectacles, pour un peu caricaturer, le vieillissement, c'est un peu comme un on-off. Demain, je vais chercher mon petit pactage avec mes cheveux violets, mon petit pantalon camel, caricaturé, hein. Mais en fait, derrière, elle met bien en porte-à-faux cette logique de croire que le vieillissement, ça change du jour au lendemain, ou que je deviens retraitée du jour au lendemain, et que toute ma vie, ça crée un anéantissement, mais que c'est une expérience. Et c'est des changements de perception à avoir. Et un autre élément quand même sur cet agisme, je parlais de représentation sociale, mais en fait, le plus critique, c'est l'impact derrière, ce sont les discriminations. Et de réussir, le mot réussir n'est pas le bon, mais d'arriver à bafouer les droits humains
dans cette discrimination. On a aujourd'hui des éléments qui permettent de voir l'impact que la stigmatisation peut avoir sur les personnes âgées, mais très concrètement sur la manière dont elles vivent et dont elles vont vieillir. Oui, il y a des études, notamment d'une américaine qui s'appelle le docteur Becca Levy. Elle explique en fait que les représentations sociales négatives sur le vieillissement vont entraîner une baisse de l'espérance de vie de 7 ans et demi. C'est énorme en fait de perdre 7 ans et demi parce qu'il y a toute cette construction. Alors on voit bien que la société de la longévité, elle n'est pas pensée dans un chemin, dans l'intersection. Alors bien sûr, il y a des choses qui changent, mais c'est très long. Et puis, il y a aussi des conséquences sur la dépression, sur l'isolement. Les effets sont assez négatifs, en fait, cet agisme. Il y a des rapports de l'ONU récents qui montrent bien aussi ces effets-là. Et peut-être aussi quand même, derrière, je reviens, c'est comment on contre, en fait, ces effets. Et les possibilités sont aussi importantes, l'inclusion dans les politiques publiques, la représentation dans les cultures, les actions locales. Et puis peut-être un autre élément qui va impacter, je dirais, la santé sociale aussi des personnes, c'est qu'on considère que la retraite, c'est encore le retrait de la vie sociale. C'est qu'on va discuter, quand je parle du retrait de la vie sociale, on va considérer que le travail est un peu hégémonique dans nos vies, c'est important, mais en fait, c'est aussi comment on valorise l'utilité sociale, non pas d'un point de vue de la performance capitalistique, mais plutôt dans toujours le bien vivre en fait, et le sens qu'on donne à nos vies qui ne s'arrête pas à 60, 65 ans en fonction de la date de départ en retraite. Alors la date de départ en retraite, elle est pour bientôt, Bruno, hein, vous concernant, elle est pour novembre. C'est les 62 ans qui vont arriver à ce moment-là. Novembre 62 ans, décembre a priori, hein, c'est l'arrivée de la retraite. On va en parler, mais d'un mot, vous êtes aujourd'hui à l'ESAT, vous y êtes aujourd'hui à mi-temps, mais vous avez une vie active riche, copieuse, si je puis dire, voilà, au fil de vos années, en milieu ordinaire beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait comme métier durant tout ce temps? Alors moi, j'ai commencé en tant qu'agent d'entretien à la CITAM. Et après, j'ai resté durant 6 ans dans mon métier. Ensuite, j'ai fait des missions d'intérim où j'ai parcouru dans le secteur de la métallurgie. Hein. Et après, j'ai fait des diverses entreprises comme De Carbon. J'ai travaillé chez De Carbon pendant 6 mois. Donc là, je confectionnais les amortisseurs pour les voitures. Hein. Donc c'est vrai que j'ai une carrière un petit peu riche en milieu ordinaire quand même. Ouais, vous avez fait plein de métiers différents dans plein de structures différentes. Et depuis 2 ans, c'est l'ESAT. Voilà. Et l'ESAT à mi-temps. Donc, oui, parce que dans le contexte où j'ai été dans le milieu ordinaire, j'ai fait de ce que j'ai pu faire pour moi de mon mieux. Mais par contre, au niveau des entreprises, c'était pas tout le temps ça, parce que j'avais un problème d'handicap que j'avançais pas assez vite pour les entreprises. Et c'est pour ça que un jour, j'ai fait une demande pour être en ESAT, dans les ESAT. Alors, ESAT est donc retraite a priori d'ici quelques mois. Voilà. Est-ce que vous le voyez comme une bonne nouvelle ou comme une mauvaise nouvelle, l'arrivée de cette retraite ? Alors, moi, pour moi, je la considère comme une bonne nouvelle, parce que j'ai encore des choses à faire que je peux pas, comme je peux pas faire des choses que je travaille en entreprise, à l'ESAT. Donc, il y a des choses que j'ai besoin de faire et que je dis, je les fais les week-ends, mais j'aurai encore à faire derrière ma retraite. J'arrive tout le temps. Et c'est vrai que moi, j'ai un défaut, c'est que j'ai un compteur, une horloge dans la tête. Ça veut dire que, je suis toujours, il faut toujours que je suis pressé par le temps. Voilà, c'est ça. Et alors qu'à la retraite, ce genre de choses, il va falloir que ça disparaisse. Ouais. Voilà. Et puis l'autre truc que vous m'avez dit, c'est que vous avez un compteur, mais vous avez aussi dans votre tête des activités nombreuses. Voilà. Le bowling, la pétanque, les collections nombreuses. Voilà, et qui fait que quand vous avez 60 ans, vous avez l'impression de ne pas avoir 60 ans. Voilà. Vous avez l'impression d'être plus jeune. Ah non. Hein? Donc quand vous en aurez 60, vous direz j'en ai 40, et quand vous en avez 80... Après, je ne sais pas le futur qui arrive, parce que c'est vrai que c'est pas... Pour moi, moi je vis au jour le jour, donc je sais que je me sens toujours jeune dans moi.
Mais après, au niveau de la retraite, bon, après, ça peut arriver aussi qu'il y a une petite chose qui pourrait aussi me... Parce que comme j'ai des petites ressources, donc c'est ça aussi, s'il y a des activités que je voudrais faire et que je ne peux pas les faire, donc il faudra que je trouve d'autres activités à faire pour éviter ce... Quelles activités vous aimeriez bien développer quand vous aurez plus de temps libre? Bah moi, j'aimerais bien aussi aller faire des petits travaux chez des personnes âgées pour faire leur pelouse, voilà, des petits... des voyages aussi. Ouais, l'Italie notamment, ça voilà. vous intéresse bien. Oui, parce que j'aime beaucoup les petits villages qui sont restent un peu anciens. Donc voilà. Il y en a là-bas. Et un peu d'histoire aussi. Est-ce qu'il y a des changements qui vous inquiètent un peu tout de même sur ce que va être cette retraite, notamment au niveau du logement? Est-ce que là-dessus, il y a des choses qu'il va falloir peut-être changer? Alors si oui, quoi? je suis très conservateur. Et là, c'est vrai que j'ai acquis pendant des années dans mon appartement. C'est vrai que j'ai acquis pas mal de choses. J'ai fait des collections, j'ai fait pas... Et tout ça, il va falloir que ça disparaisse de ma tête parce que j'ai encore du mal à m'en séparer. Parce qu'il va peut-être falloir déménager. Voilà, c'est ça. On ne sait pas encore, mais peut-être qu'il va falloir déménager. Voilà. Et si jamais c'est le cas, il va falloir faire du ménage. J'envisage, mais ça va se faire quand ça va venir de moi-même. Voilà. Au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. Sylvaine, juste un mot par rapport à ça. Vous accompagnez Bruno, vous accompagnez aussi beaucoup d'autres travailleurs d'ESAT, notamment avec ce programme qui se développe de plus en plus, Un avenir après le travail, où il y a des référents retraite qui montent des ateliers collectifs, qui accompagnent individuellement aussi les gens pour anticiper les droits, la vie après, etc. Est-ce que les témoignages que vous recueillez correspondent généralement à ce que dit Bruno? Qu'est-ce que vous disent les gens généralement? Alors, Bruno, c'est vrai qu'on a voulu qu'il vienne témoigner aujourd'hui parce que il fait partie des nouveaux publics aussi qui arrivent sur les ZAD avec une carrière en milieu ordinaire qui est quand même assez importante. En plus, Bruno est avec nous depuis 2 ans, donc c'est vraiment une fin de carrière en fait, plus un relais vers la retraite, du coup, qu'on travaille avec Bruno. Après, tous les opérateurs ESAT n'ont pas le même parcours que Bruno, du coup, puisque certains ont passé toute leur vie avec nous en ESAT, donc ça fait plus de 35 ans quand même, dans une structure qui est devenue plus qu'un lieu professionnel pour eux, qui est un lieu de vie, qui est un lieu de rencontre, où ils se sentent valorisés, où on les écoute, on les soutient tous les jours. Et en plus, c'est aussi des repères au niveau du réveil, au niveau des horaires de pause, de travail. Et tout ça, c'est vrai que du jour au lendemain, pour eux, il y a encore une petite connotation quand même très négative sur l'après, parce que c'est l'inconnu, le vide, vide de sens parfois pour eux. Et donc nous, on essaye, du coup, alors à partir de 54 ans, on a tout un travail en individuel et puis aussi en groupe, du coup, pour les accompagner vers ce projet retraite. Muriel Delporte, je voudrais vous faire réagir aussi à ce qu'on vient d'entendre, parce que l'après-ESAT, vous l'avez beaucoup regardé, accompagné. À l'époque de la thèse, c'était 70 personnes que vous avez interrogées individuellement un peu là-dessus. Quel rapport d'étonnement vous gardez à l'esprit, vous l'avez fait il y a quelques années, un peu des craintes, des perceptions qu'ils avaient de cette vie de l'après, et dans quelle mesure ça recoupe un peu les témoignages que l'on a eus là? Alors les principaux... Alors déjà, oui, je l'ai fait il y a quelques années, mais on a refait une étude en Ile-de-France récemment, et il y avait différents constats qui s'opéraient toujours. Moi, ma première surprise, c'était vraiment très fort, c'était la place de l'amitié et la rupture des relations amicales. C'était vraiment la première chose que les personnes me disaient, c'était, quand j'interrogeais des personnes retraitées, c'était on ne voit plus les copains. Et ça, c'était vraiment très très présent dans les discours des personnes. Et effectivement, quand on parlait avec eux, c'est qui vos amis? C'était quasiment toujours des collègues de l'ESAT, parce que c'est des personnes qui n'avaient pas eu la possibilité de fréquenter d'autres endroits où elles auraient pu se faire des amis. Donc ça, c'était vraiment un point très fort. Le deuxième, c'était l'incertitude totale. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne sais pas. Quand est-ce que je prends ma retraite? Je ne sais pas. Voilà, vous avez la date, monsieur. J'ai rencontré des personnes qui ne savaient pas, en fait. Et puis, lié à cette incertitude aussi, c'était toujours, de toute façon, ce n'est pas moi qui décide. Demandez au directeur, demandez à mon tuteur. Ce n'est pas moi qui décide.
Et le troisième constat très fort, c'était vraiment de profondes inégalités de chances pour les personnes en fonction de l'endroit où elles vivaient et de l'organisme ou de l'association gestionnaire qui gérait l'établissement ou service qui les accompagnait. Entre des personnes qui pouvaient, je retrouve des choses que vous dites, monsieur, commencer à travailler à temps partiel, commencer à faire des activités, voilà, commencer à réfléchir dans l'après, et c'est ce en quoi un avenir après le travail accompagne les personnes, et c'est très très bien. Donc voilà, des transitions douces, des personnes qui avaient pu changer de lieu de vie, mais qui avaient pu choisir, qui avaient pu visiter, qui avaient pu essayer, voir que cela leur plaisait pas, revenir dans leur lieu de vie habituel. Et puis à côté de ça, des personnes qui n'avaient eu absolument aucun choix, qui avaient dû quitter leur lieu de vie, qui étaient parties là où il y avait de la place et qui avaient vécu des ruptures extrêmement douloureuses qui impactent forcément leur vieillissement. Oui, il y a vraiment l'idée de la transition, et c'est ce que dit Bruno, hein, il faut le faire progressivement. Quand on range, quand on déménage, c'est pas du jour au lendemain, ça se prépare. Et on pourrait dire que le milieu du médico-social et du handicap, parce que c'est un milieu qui vit les vulnérabilités au quotidien, est un milieu qui a pu être sensible à ça, construire ces transitions, construire ces anticipations. Alors, ce que vous montrez à travers les travaux que vous avez pu faire, c'est que justement, c'est pas forcément toujours le cas. Vous rappelez notamment les CAT dans les années 70 ont été créés sans penser que les personnes pourraient vieillir après, d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on explique que ce secteur se soit éveillé, si je puis dire, cassé tardivement à cette réalité ? Alors non, le secteur non. Les premiers CAT, c'était dans les années 50. On ne pouvait absolument pas anticiper à l'époque que les personnes auraient une telle augmentation de leur espérance de vie. Personne ne le pouvait. À l'époque, les personnes avec trisomie 21 arrivaient même pas à l'âge adulte. Aujourd'hui, l'espérance de vie dépasse 60 ans. Donc on ne pouvait pas l'anticiper. Et c'est ça qui est important, c'est que ces établissements qui ont été créés dans les années 1970, les lois de 75, ils ont été créés à une époque où on n'envisageait pas cette augmentation de l'espérance de vie, donc ils ont été pensés pour des personnes qui ne devaient pas vieillir. Et c'est ensuite qu'il y a eu ce phénomène d'augmentation de l'espérance de vie. Cela dit, les familles, les professionnels qui accompagnent ont été les premiers à lancer les premiers signaux d'alerte dès la fin des années 80, début des années 90, en disant attention, les personnes vieillissent, c'est pas forcément problématique pour le moment, mais ça va le devenir. Et ça, c'était vraiment dès la fin des années 80, mais la mise sur agenda politique de ce phénomène ne s'est faite qu'au début des années 2000, dans un contexte extrêmement, on y reviendra, très cloisonné en termes de politique publique, donc très contraignant sur le plan des politiques, sur le plan des budgets. Et ce qui a été mis en place à ce moment-là n'a pas suffi à répondre aux besoins actuels et encore moins à anticiper les besoins à venir, puisque cette espérance de vie se prolonge. Oui, et vous dites qu'il y a aujourd'hui véritablement un cloisonnement des solutions qui fait qu'on ne se retrouve pas et que les personnes dans leur parcours se retrouvent un peu prises, piégés par ce cloisonnement des filières, un peu les uns les autres, des notifications, des orientations un petit peu. Oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup de travaux là-dessus et c'est quand même très franco-français. On a une scission entre handicap et vieillesse, ce qui fait qu'on va se retrouver à se poser la question si une personne en situation de handicap arrive à 60 ans, relève toujours de la catégorie administrative de la vieillesse ou de celle du vieillissement. Moi, quand j'en parle dans d'autres pays, ils me regardent en disant quoi Kezako. Ce partage entre handicap et vieillesse, c'est une construction politique qui s'explique historiquement, mais par contre, il n'y a aucune raison scientifique à ça. Ce que vous dites, c'est qu'il va y avoir un autre phénomène qui va venir amplifier cette réalité-là, sur lequel vous avez beaucoup travaillé et vous avez été une des pionnières du travail là-dessus, c'est celui de l'impact de la maladie d'Alzheimer dans le champ du handicap. Vous dites ce phénomène du vieillissement, on ne l'a pas toujours suffisamment bien anticipé. Alzheimer, c'est un nouveau phénomène qui arrive où l'anticipation va être d'autant plus nécessaire, encore plus, et reste difficile. Vous avez créé un groupe mixte de recherche sur Alzheimer, vous avez mis en place une unité, participé à mettre en place une unité mobile, la première, on la découvrira plus tard dans la journée. En quoi est-ce qu'il y a là un phénomène que le secteur doit commencer à conscientiser et aussi et surtout à anticiper? Alors, ce phénomène, il n'est pas en train d'arriver, il est arrivé.
Ça y est, c'est fait. C'est un phénomène qui est, somme toute, assez naturel. Hein. Il y a une augmentation de l'espérance de vie, les personnes vivent de plus en plus longtemps, et elles arrivent à des âges auxquels elles peuvent développer ce type de pathologie. Sauf que Alzheimer, pour les personnes en situation de handicap, c'est un impensé total. Les équipes ne sont pas formées, les familles ne sont pas sensibilisées, et ça crée d'énormes problèmes. Les professionnels vont souvent, l'entourage professionnel ou familial va avoir des difficultés à repérer les troubles, ou va interpréter les troubles comme étant, bah ouais, il y a un handicap, la personne elle vieillit, donc il y a des problèmes. Alors que non, en fait, ça peut être les symptômes de la maladie, mais encore faut-il les reconnaître. Il y a de très grosses difficultés d'accès au diagnostic. Je pense que le docteur Carnin sera là cet après-midi, il en parlera beaucoup mieux que moi. Et puis ensuite, il y a tout ce qu'on doit mettre en place pour accompagner ces personnes. Vous disiez, voilà, vous parlez de l'équipe mobile dont on entendra parler dans la journée. C'est l'APU de Roubaix-Tourcoing qui l'a fait, et bravo à elle. Ça montre bien qu'on peut développer des modes d'accompagnement. Et quand on le fait, en fait, on développe des savoirs qui seront utiles au plus grand nombre. On a travaillé aussi, grâce à un financement de la CNSA, on a fait un guide pratique handicap et maladie d'Alzheimer, avec des groupes de travail dans lesquels il y avait des professionnels du champ du handicap et des professionnels d'équipes spécialisées Alzheimer, qui ont croisé leurs expertises pour construire des modes d'accompagnement, des outils d'accompagnement adaptés. Chaque équipe s'est enrichie. Et au final, ce guide pratique, on voit bien qu'il sera adapté pour des personnes qui ont un trouble du développement intellectuel et qui développent une maladie d'Alzheimer, mais également pour des personnes qui auraient une maladie d'Alzheimer sans trouble intellectuel, ou des personnes qui ont des difficultés cognitives en vieillissant. L'enjeu, on le voit, il est d'anticiper et il est de penser aussi du coup l'offre un peu différemment avec des passerelles qui se mettent en place. Je voudrais qu'on en dise un mot. Évidemment, on reviendra beaucoup dessus dans la journée avec vous, notamment Sylvie Lachesse, parce que vice-présidente sur le département du Cantal, département rural, il y a plus de retraités que d'actifs aujourd'hui dans le Cantal. Et ce n'est pas le seul département comme ça, bien évidemment. Et la réalité des personnes vieillissantes est une réalité avec laquelle vous travaillez beaucoup. Celle des personnes en situation de handicap vieillissante est aussi quelque chose qui monte. Vous avez mis ce sujet au cœur de votre schéma directeur, le dernier en date de 2021, et vous valorisez à travers ça notamment la volonté, et vous êtes une battante en la matière, de garder un accompagnement de proximité spécialisé pour ces personnes-là. Pourquoi c'est important de penser, d'inventer pour vous un accompagnement spécialisé de proximité pour les personnes handicapées vieillissantes aujourd'hui et demain? Bonjour à tous. Avant de parler des personnes handicapées vieillissantes, l'accompagnement des personnes âgées est au cœur des priorités du département du Cantal, et vous l'avez dit, on a plus de personnes âgées que de personnes actives. Et après un constat à la fois personnel, on s'est rendu compte qu'en fait, une personne âgée, maintien à domicile, en établissement, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui m'arrive, vers qui je vais. Et on a créé un guide qui s'appelle Bien vieillir dans le Cantal, et qui est un guide qui se veut très, très pratique. Alors, ce n'est pas des grandes phrases, ce n'est pas des grands mots, mais je l'ai là et vous le retrouverez sur le stand de la boutique éphémère et solidaire qu'a monté le département du Cantal. Mais ce guide se veut un outil, alors pour la personne âgée et pour la famille et pour les accompagnants. Je veux avoir une information, je veux savoir à qui m'adresser dans cette multitude d'associations qui sont mises en place et qui fonctionnent. Mais personne ne sait qui, personne ne sait comment et personne ne sait comment y aller. Donc l'aventure a commencé comme cela. Et dans le schéma de l'autonomie, on s'est dit, mais dès 2018, avant la sortie du schéma de l'autonomie, on s'est dit, mais comment on va accompagner les personnes handicapées vieillissantes ? Parce que dans notre département vieillissant, nous avons aussi beaucoup de personnes en situation de handicap. Et elles font partie de la société, elles font partie de ce qui nous entoure, et il faut absolument leur trouver une solution. Alors, la solution, il n'y en a pas une. Il y a le domicile, il y a l'EHPAD. Il y en a un panel de solutions. Il y a un panel de solutions. On peut imaginer un EHPAD, dans un EHPAD, mais évidemment adapté, hein, parce qu'il faut un accompagnement spécifique.
que les personnes aient été en structure ou à domicile. Il faut absolument un accompagnement adapté, le maintien à domicile. On peut tout inventer, famille d'accueil, puisque nous, on a aussi, au sein du département, des familles d'accueil qui accueillent des personnes en situation de handicap et aussi des personnes âgées. Il y a un panel de solutions et il fallait anticiper. Il fallait se dépêcher de trouver des solutions. Pourquoi les solutions classiques parce qu'on se dit, en effet, quand on est une personne handicapée vieillissante, 9 sur 10, dit la Cour des comptes, restent au domicile, dans les conditions plus ou moins adaptées. Puis pour les autres, il y a des masses, des femmes, et puis les EHPAD aussi qui existent. En quoi est-ce que pour vous, ces solutions un peu génériques, elles ne sont pas forcément toujours suffisantes et satisfaisantes? On sait que pas mal de transitions vers l'EHPAD peuvent poser question, mal se vivre. Évidemment, parce que une personne âgée qui rentre en EHPAD, alors la moyenne d'âge dans le Cantal, 84 ans, la durée, 18 mois. Est-ce que ça paraît évident pour personne de mettre dans une section à côté des personnes handicapées vieillissantes qui, elles, ont 60, 70 ans et qui sont en forme, alors que nos personnes âgées sont forcément à cet âge-là grabataires et ont besoin d'un accompagnement spécifique. Et il y a tout à inventer et on est en train, dans notre département, notamment sur un EHPAD, de mettre en place un accompagnement pour cet EHPAD est à 50 mètres d'un FAM. Ce FAM accueille des personnes cérébro-lésées. Cet EHPAD n'a pas un taux d'occupation extrêmement fort. Donc on s'est dit, mais pourquoi les personnes qui sont dans ce FAM, à côté, à 50 mètres, il y a même un ascenseur. Entre le FAM qui est un peu sur la colline et l'EHPAD, il y a un ascenseur. Pourquoi ne pas imaginer mettre des personnes handicapées vieillissantes de ce FAM dans l'EHPAD. Et nous sommes en train d'y travailler avec tout oui, vous un voulez panel, mobiliser tous les acteurs autour. Un panel autour qui est assez innovant, avec des enfants placés aussi, et avec, au niveau du collège, une cuisine centrale. Donc la cuisine centrale serait le collège, il y aurait des places aussi pour l'ASE, il y aurait des places pour le FAM. Voilà. Donc on est dans un EHPAD 8.0. Et la cuisine centrale servirait toutes ces structures. Voilà, il faut innover, il faut être toujours en avance et je pense que le département, avec toutes ces structures, c'est un petit département, 144 000 habitants, donc on se connaît tous, on se voit tous. Moi, je rencontre le président de l'ADAPI tous les 15 jours, parce qu'on est dans les mêmes commissions, parce que cette proximité nous permet de pouvoir être en avance et de pouvoir avoir la facilité de pouvoir faire tout ce que l'on imagine. Deux petits points encore avant de prendre les questions et les réactions de la salle. Mélissa, vous connaissez bien le monde du grand âge, le monde des EHPAD notamment. Vous avez travaillé un peu avec eux. On voit qu'une des solutions, ça va être aussi de faire en sorte que les EHPAD s'adaptent, accompagnent aussi l'accueil des personnes handicapées vieillissantes. Qu'est-ce qui fait que c'est encore difficile dans le monde gériatrique de faire le lien justement dans les places, mais aussi dans la manière de faire, dans la manière d'accompagner avec des personnes qui viennent du secteur du handicap? Il y a déjà des éléments qui ont été évoqués notamment par Muriel Delporte sur la question l'historique des politiques publiques aussi, de être en silo. On reste dans un monde en silo où on met les personnes âgées d'un côté et les personnes handicapées de l'autre. Donc déjà, ça crée une difficulté d'échange. Et puis aussi, ça a été rappelé ce matin, les conditions de travail. Ça a été rappelé pour le secteur du handicap, mais c'est les mêmes conditions de travail et de difficultés pour les métiers du soin et de l'accompagnement en EHPAD, qui fait qu'il y a des problèmes de temporalité et que quand on est dans une route et qu'on n'a pas le temps des fois de réfléchir, de se poser pour avoir une vision. Alors, normalement, les directeurs d'EHPAD doivent l'avoir, mais ils sont pris par ce quotidien quand même très prenant. Mais malgré tout, on voit à la fois les problématiques communes, mais
des fois, les difficultés, c'est de parler le même langage aussi. Comment on crée un vocabulaire commun? On entend beaucoup parler d'autodétermination, par exemple, dans le monde du handicap. On va plutôt peut-être parler du pouvoir d'agir dans le secteur du vieillissement, alors que, bon, même si les définitions ne sont pas tout à fait les mêmes, on va vers la même dynamique. Donc, et on voit la nécessité aussi de créer des échanges en proximité, donc d'avoir des temps communs, parce que c'est nécessaire, et on voit bien que les secteurs du vieillissement va connaître à la fois les pathologies neurodégénératives, par exemple, et puis le secteur du handicap a une vraie valeur ajoutée aussi sur la question de la projection, sur la question de... je reviens sur l'autodétermination, sur le choix et l'accompagnement des personnes. Donc, de fait, c'est comment on arrive à coordonner les acteurs et à continuer les parcours, qui est vraiment l'enjeu dans un monde très siloté. Et je pense que ce qui est fait dans le Cantal est intéressant, où en fait il faut réunir, ou même ce que vous disiez aussi sur cette unité mixte de recherche, on a besoin de mettre les gens autour de la table pour pouvoir parler et se rencontrer et converser pour trouver des solutions en commun. Muriel Delporte, d'un dernier mot, vous avez travaillé, c'est en 2018, un guide du CREAI qui recensait de manière très exhaustive et extrêmement inspirante beaucoup d'initiatives locales qui se faisaient pour essayer d'adapter les offres et expérimenter. Vous qui suivez beaucoup ça, la voie pour vous, pour que justement il y ait une réponse qui soit plus adaptée, mais à grande échelle, c'est de favoriser des petites expérimentations ici et là, comme on le voit et comme on en verra dans la journée, ou c'est d'avoir un grand changement de l'offre avec des normes, avec des notifications, avec des financements différenciés. Comment vous voyez justement la reconfiguration s'orienter? Alors les financements, oui, les notifications, peut-être pas. Continuer à expérimenter, mais oui, continuer à expérimenter, bien sûr qu'il faut continuer à expérimenter, et il y a des tas de choses qui se créent qui sont passionnantes. Pour moi, le véritable enjeu actuel et le danger, et je profite de pouvoir être là pour le dire, il y a un vrai danger actuellement, on le sent, des tentatives d'institutionnalisation des parcours de vie des personnes handicapées vieillissantes en EHPAD. Il y a des départements où ça se fait. À 60 ans, les personnes sont sorties de leur établissement. Je vois que ça parle. Sont sorties de leur établissement et orientées en EHPAD, que ce soit leur projet ou pas. Quels arguments on met par rapport à ça? Sachant que la Cour des comptes le rappelle, c'est une place en EHPAD coûte moins cher qu'une place aussi. Mais en bien masse, sûr. en femmes, c'est chiffré. Oui. Alors, quels arguments? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que les personnes aillent en EHPAD, mais il faut que ce soit accompagné, il faut que ce soit leur projet, puis il y a des choses très intéressantes à mettre en place. Les arguments qu'on entend, le plus souvent, c'est bah oui, mais il y a un problème de place pour les jeunes. On a beaucoup entendu parler des jeunes, paradoxalement, ce matin. Alors, c'est vrai, il y a un problème pour les jeunes, mais pourquoi est-ce que ce serait aux vieux d'en assumer la responsabilité? Alors, si c'est le cas, on demande à toute la population de le faire. Et le deuxième argument, c'est ah bah oui, mais c'est ça la société inclusive, c'est le droit commun. Ça, c'est une instrumentalisation de la notion de société inclusive. Les EHPAD sont des établissements médico-sociaux, tout d'abord. Donc le droit commun, je ne sais pas. Ensuite, le droit commun, justement, l'évolution en cours dans la société actuellement, pour les personnes âgées, on entend parler de virage domiciliaire. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus sur le respect de cette demande des personnes de pouvoir vieillir et mourir là où elles l'ont choisi, et souvent chez elles, en tout cas dans ce qu'elles considèrent être chez elles. Et il faut absolument que le secteur du handicap s'associe à cette dynamique-là. On ne peut pas penser le virage domiciliaire des personnes âgées et l'institutionnalisation en EHPAD pour les personnes handicapées. Ce serait de la discrimination. Monsieur Luc Gâteau, vous avez dit plein de choses essentielles ce matin. J'en ai noté. Je ne vais pas tout répéter, mais je vais en répéter au moins une. Vous avez dit « De grandes avancées peuvent naître de notre expertise de terrain ». C'est tout à fait vrai. Votre expertise de terrain, elle peut nourrir des réflexions qui seront vraiment, encore une fois, au bénéfice des personnes en situation de handicap vieillissante, mais de l'ensemble de la population. Je termine juste. Vous aviez également dit, Monsieur Gâteau, désolé, je suis fan, mais il y a plus de 20 ans, vous aviez lancé une phrase qui était devenue... Ah, vous souvenez vous citez Luc Gâteau il y a 20 ans aussi? Ah ouais, fan. Non, mais cette phrase était devenue quasiment un slogan. Vous aviez dit, le handicap ne prend pas sa retraite à 60 ans. C'est toujours le cas aujourd'hui, alors ni à 60, ni à 64, ni à 65. Et il faut le réaffirmer aujourd'hui, parce que sans ça, on ne pourra pas proposer un accompagnement digne aux personnes en situation de handicap qui vieillissent, je pense.
Merci. Bruno, d'un dernier mot, là, tout ce qu'on entend, ça vous met un peu d'espoir sur la retraite? Bah, moi, pour l'instant, je travaille toujours, donc après, on verra. On verra. Mais oui, je pense que je pense qu'à la retraite, oui, j'essaierai de faire beaucoup de choses et de prévoir de ce que je peux faire. Alors, il y avait et juste un truc, il y avait les voyages, il y a la pétanque, il y a la généalogie aussi qui vous intéresse. Puis il y avait peut-être, parce que je lisais ce matin, dans mon hôtel, une phrase de George Eliot qui s'était écrit comme ça, c'était on a toujours le temps de faire ce qu'on n'a pas pu devenir. Voilà. Et je sais que vous aviez un rêve, une envie quand vous étiez petit, c'était de faire de la musique, de faire... c'était quoi? Du mixage DJ. DJ mobile? Ouais. Eh ben voilà. Appel à toutes les structures qui veulent un DJ mobile. Je crois qu'à 65 ans... les playlists valent encore, il n'y a pas de souci. Donc si jamais vous voulez, DJ Mobile Bruno est dans la place. On va allumer la salle, on va prendre des questions si vous en avez dans la salle à nos intervenants. Des témoignages, des réactions, on prend quelques minutes pour cela bien évidemment. Il y a des hôtesses avec des numéros, je vais essayer d'orienter mon regard, vous levez la main. Les hôtesses viennent à vous et puis quand elles lèvent le truc, moi je regarde. Voilà. Donc, si vous avez des questions, il y a une question sur le 6, c'est ça? 6. J'ai l'impression de faire un bingo. Oui. Oh non. Bonjour, Agnès Avigdor, on est l'association Avenir APEI dans le 78. On a été très intéressés par le témoignage de Madame du Cantal sur l'expérience entre les femmes et l'EHPAD. Et du coup, on s'interrogeait sur comment vous procédez sur les notifications et le financement. Excellente question. On est en train d'y travailler. On est en train d'y travailler. Les négociations avec l'ARS se poursuivent, mais j'ai déjà entendu cette phrase. Mais sont en bonne voie. On travaille avec le directeur de ce FAM, on travaille avec la direction hospitalière de l'EHPAD. Pas même statut, alors je vous passe les détails, mais imaginez que c'est un petit peu compliqué. Mais d'ici septembre, on aura levé tous les freins et je pense que ce sera opérationnel. Oui, il faut savoir, c'est dans les tuyaux, mais ça n'est pas encore existant. Autre question à nos intervenants, s'il y en a, autre réaction et témoignage. Numéro 1. Le micro vient à vous. Alors. C'est vous? C'est qui? Il y avait numéro 1, il n'y avait pas de questions alors finalement dans la zone 1. Bon, alors est-ce qu'il y a d'autres zones? 5. Il faut lever la main encore pour que la dame puisse vous retrouver. Vous êtes beaucoup. Alors, voilà. Bonjour, Jamila Aloua, chef de service d'un foyer d'hébergement à l'ADAPI 91. Voilà, vos propos m'intéressent beaucoup puisqu'effectivement, nous, on accueille des personnes qui sont en ESAT et vous parliez d'un âge de travail sur l'orientation à partir de 54 ans. Au-delà de l'âge légal de la retraite, la question ne se poserait pas beaucoup plus tôt sur voilà, justement des profils où il y a une dégradation quand même cognitive qui arrive plus tôt. Et donc je voulais savoir comment vous anticipiez peut-être davantage les projets de vie avant 54 ans. Oui, vous pouvez en dire un mot peut-être, oui, et puis on complétera.
Eh bien nous, effectivement, on a parlé de 54 ans, c'était surtout pour des parcours sans difficulté et qui n'ont pas besoin de réorientation. Après, pour des réorientations, on va bien évidemment travailler ça bien avant l'âge de retraite. Est-ce qu'il y a complément de l'un ou de l'autre sur la manière d'anticiper un peu avant les 50 ans? Oui. Certainement aussi aux associations d'anticiper elles aussi au vu du profil des personnes qu'elles accompagnent pour pouvoir être en relation rapidement avec les structures ou les collectivités pour pouvoir justement trouver des solutions adaptées. Autre question à nos intervenants dans la salle? Oui, là, numéro 3. Je vois le micro, une main qui se lève devant. Monsieur, si vous laissez votre main levée et le micro vient à vous. Oui, bonjour. Bernard Mallette, je suis le président d'une API pour la région des Pays de Loire. Je suis d'accord avec tout ce que je viens d'entendre, mais je voudrais profiter de l'occasion et du sujet pour que les choses soient claires. J'ai entendu parler des ESAT, des foyers, des femmes et des masses, mais pour moi, sauf erreur, jusqu'à présent, les masses et les femmes, on y entre et vitam aeternam. Il est, sauf exception dans un femme, pour le bien de la personne, et voilà, d'aller en EHPAD. Mais dans les femmes et les masses, pour moi, c'est et vitam aeternam. Donc, c'est l'occasion de préciser clairement les choses. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je me trompe? Muriel, commentaire par rapport, puisque ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Tout va dépendre des règlements d'aide sociale des départements. Après, vous avez toutes les questions liées à l'aide sociale à l'hébergement. Et ensuite, on peut inciter aussi fortement les personnes. Après, ça se produira moins en maison d'accueil spécialisée, je suis d'accord avec vous. Mais on a déjà vu des maisons d'accueil spécialisées où on a incité les familles à commencer à aller regarder les EHPAD quand leurs proches avaient 60 ans. C'est rare, heureusement, mais ça arrive. Oui, complément Mélissa. Oui, c'est un complément qui va un peu dans le sens. C'est vrai que ça serait aberrant de considérer une personne en situation de handicap de 60 ans et de le lier tout de suite à une situation d'une personne en perte d'autonomie en EHPAD. Je pense que c'est la même chose que le vieillissement en général, où on voit qu'après la retraite, il y a différents temps. Et ben, de la même manière, à partir du moment où les personnes en situation de handicap arrivent en retraite, il y a différents temps. Et peut-être que c'est aussi différents temps à penser dans l'accompagnement jusqu'à ou pas les situations d'EHPAD qui sont, si on regarde juste des situations où il y a des personnes qui sont en perte d'autonomie très lourde, physique ou psychique. Et que parler du virage domiciliaire, c'est intéressant peut-être de le lier, mais on voit aussi que au-delà de la personne qui décide de rester chez elle, comment on met en place l'ensemble des professionnels de soins et de santé présents, je crois que ça a été dit, le manque à un moment donné dans des peut-être milieux ruraux, notamment même en pleine urbanité, de manque de professionnels de soins et de santé. Donc comment on le pense aussi, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation de santé. Je pense que c'est comment on arrive à créer les liens voilà, aussi. Et je me permets juste de rajouter quelque chose sur la préparation à la retraite. Je lance une réflexion. Les caisses de retraite ont des services d'action sociale qui mettent en place des préparations à la retraite. Je n'ai aucune idée, mais peut-être, je crois peut-être la CNAV d'Île-de-France peut-être fait des choses, mais sur comment en fait les préparations à la retraite peuvent aussi être intégrées à des moments opportuns pour les personnes qui sont en ESAT par exemple. Oui, dans Un avenir après le travail, vous faites intervenir des gens, notamment un petit peu des CARSAT, pour essayer ça, mais ça reste ponctuel, on va le dire, et puis ça touche pas beaucoup le domiciliaire aussi, beaucoup un peu. Autre dernière question, est-ce qu'il y en a 8 et 6. Voilà, on va prendre 8 et 6, les deux dernières questions. Bonjour, Adam Michel, président de l'API de Sarrebourg.
Pour illustrer les propos de Luc Gâteau tout à l'heure en matière de désengagement au niveau du financement, l'habitat inclusif peut être une solution pour des personnes handicapées vieillissantes, notamment quand ils sont encore bien en forme. Or, voilà que beaucoup de départements renoncent à financer l'aide à la vie partagée, qui est pourtant un poste essentiel pour permettre à ces personnes d'être accompagnées dans leur vieillissement. Voilà, une illustration parfaite de ce qui a été souligné tout à l'heure. C'était présenté comme une solution d'avenir formidable pour des économies, plus d'AVP. Dramatique. Il y avait une dernière, intervention de monsieur. Le micro doit marcher. Essayez, parlez. Ah bah non. Oui, vous pouvez dire un mot sur l'habitat inclusif pendant qu'on essaie de... Merci, monsieur. Oui, au niveau de l'habitat inclusif, alors toujours dans mon département, mais nous avons mis en place 2 structures avec des places, de mémoire 8 places, alors je suis désolée, hein, mais c'est à l'ADAPI, et aussi à l'APF, avec la vie partagée. Hein. Nous avons opté pour cet habitat inclusif. Dans le panel de solutions. Oui, monsieur, est-ce que votre micro marche? Oui. Ah, super. Bonjour, donc je me présente, je suis administrateur dans le département de la Loire. Et à ce titre-là, j'avais été nommé dans un conseil de surveillance d'un EHPAD de 140 lits adossé à des soins de suite, donc c'était un petit hôpital local. Les mesures et contraintes budgétaires que vous connaissez dans le secteur sanitaire a conduit à la fermeture de ce SSR et j'ai profité de cette situation pour envisager avec les partenaires, donc l'ARS, le département, et j'ai fait la proposition de pourquoi pas récupérer à une quinzaine de lits sur une unité PHV un peu innovante. Eh bien, malheureusement, on m'a dit qu'on ne financerait plus, en tous les cas sur le département du 42, il n'y avait plus de moyens de ce type d'unité, qui par ailleurs fonctionnait notamment sur le nord du département, sur le Rouennais. Voilà. Pour moi, je vois plus une solution inclusive à l'intérieur avec l'ensemble de nos partenaires de ce monde-là, et puis bien sûr œuvrer auprès des financeurs pour qu'on ait des solutions multiples, ouvertes, etc., avec des passerelles. Voilà ce que je pense. Merci. Merci beaucoup. On aura tout au long de la journée justement des exemples de ces passerelles qui commencent à se créer. Comme disait Muriel Delporte, c'est ce territoire d'expérimentation qui, dans les vents et les tempêtes, change la donne au fur et à mesure. Merci en tous les cas à vous 5 de nous avoir accompagnés. On peut les applaudir très chaleureusement. Je vous laisse regagner l'assistance.